Bonjour Saskia, tu m'écoutes? Allô Saskia, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Oui, c'est Tamara ici et je vais allumer tout de suite les vidéos. Tu D'accord, parce que j'allais dire je ne te vois pas. Tu me vois? Non, je ne te vois pas. Moi, tu me regardes? Oui. Ouais. Moi, je suis ici. Voilà la Alors, fille de Cathy. démarrer ma vidéo. Ça va? Ah oui, ça va Katinka? Oui, tout en ordre. Ok, ça va. Je pense qu'elle va se voir tout de suite. Oh, merci. Saskia d'être aujourd'hui. Je sais que c'est un jour férié pour... Ça n'existe pas vraiment les jours fériés. Je sais. Je sais que c'est parfois des jours imaginaires. Merci pour l'invitation. Non, 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 c'est important de continuer à travailler sur ces questions-là parce que, mine de rien, vous allez voir ce que je vais vous raconter, ça n'avance que très doucement, malgré la situation de Je crise qu'on sais. vit. Oui. Je peux m'imaginer, mais c'est important d'avoir des dialogues, tu sais, parce que les personnes, ils se sentent un peu, bon, évidemment, isolées. Ils se trouvent avec beaucoup de questions. Et nous qui travaillons avec des personnes sur terrain, c'est difficile parce qu'ils viennent toujours avec des demandes, et parfois avec des doutes précis. Et évidemment, maintenant, c'est une période difficile de reconstruction, de personnes qui veulent partager des initiatives. Et malgré tout ça, il y a beaucoup de personnes qui se sont en la disponibilité de dire maintenant, on va faire des projets. Quels sont les projets que je peux entreprendre? Quels sont les projets? Donc, d'un côté, c'est positif parce qu'ils viennent avec des idées très claires de vouloir développer quelque chose. Tant qu'il y a des autres qui se trouvent encore dans une situation de dire, ah non, c'est difficile, non, comment on va faire avec tous les trucs. Bonjour. Bonjour. Salut, Amankai. Salut Tamara. On vient de se voir il y a une demi-heure. On vient de se voir. Et, et- Toute la nuit. Non, pas vrai. et une bonne journée pour la journée des travailleuses. Hein? Oui, Ah, bah. 1er mai. Hein? oui, oui, bon 1er mai. Mhm. Eh oui, eh. Mais Saskia, bon. ça va? Oui, 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 ça va bien. Oui, oui. Excuse-moi, du coup, en disant bonjour, je t'ai interrompu, Tamara. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est la nouvelle technologie, on essaie de s'habituer. Oui. Pour moi, c'est tout nouveau et surtout, c'est un peu parfois compliqué. Hein? Ce n'est pas évident. On essaye de faire, de travailler. C'est une nouvelle façon de travailler qu'on découvre, un peu compliqué. Et Ça permet pas toujours le débat, mais c'est mieux que rien, hein. Oui. Au moins, on est connecté, on se voit, on se parle, c'est déjà ça. c'est déjà pouvoir communiquer, ça c'est important. Ouais. Et surtout pouvoir communiquer. Wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles et sénatrice. Je viens du Brabant wallon. C'est mon deuxième mandat. Avant ça, j'étais fort impliquée, enfin toute ma carrière, j'étais impliquée sur les questions d'égalité de genre auprès d'une ONG, avec beaucoup de partenaires en Afrique et en Amérique latine. Alors, c'est vrai que le travail, pour l'instant, il ne manque pas au niveau de nos parlements. Il a été très bousculé parce que, d'abord, on n'a pas pu se réunir. Mais ce qu'on a été amené à faire avec beaucoup, beaucoup de travail, c'est un petit peu sortir de notre rôle, entre guillemets, de nos habitudes et de notre zone de confort pour travailler beaucoup plus à interpeller et interagir entre différents niveaux de pouvoir. Pourquoi? Parce que la crise, elle a tout arrêté, forcément, au niveau des rencontres physiques. Les mesures de distanciation sociale nous ont éloignés des parlements.
Par contre, on a eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations de la part de personnes inquiètes de savoir ce qui allait se passer pour elles et pour lesquelles on a dû chercher des réponses, ce qui est assez normal. Mais nous-mêmes aussi, pour notre travail, pouvoir comprendre qui décidait quoi, quelles étaient les décisions qui étaient en train d'être prises, comment faire avancer le débat. Et notamment, comment interpeller et arriver à faire en sorte que la coordination d'une gestion finalement d'une urgence, urgence sanitaire d'abord, urgence sociale ensuite, comment cela se met en place. Ça veut dire qu'on a beaucoup interrogé à tous les niveaux de pouvoir, nos communes, les provinces, parfois les gouverneurs, puisque les gouverneurs ont été chargés, en tout cas en région wallonne, ce sont les gouverneurs qui ont été chargés, par exemple, d'assurer la prise en charge des questions de violence envers les femmes et de la création d'hébergements, de centres d'hébergement pour les femmes davantage victimes de violences à cause du confinement et les personnes les plus vulnérables, notamment les sans-abri et les migrants, qu'il fallait pouvoir mettre à l'abri dans une situation alors que le confinement s'imposait à tout le monde. Et donc là, on a vu beaucoup de difficultés, parfois, d'une part à avoir l'information, mais surtout à ce que les choses se mettent en place. On a quand même constaté très très vite des task force, un peu partout, l'organisation de groupes de travail, notamment une task force sur les violences faites aux femmes, qui s'est créée très vite entre ministres des droits des femmes, et qui a pu, par exemple, ouvrir les lignes d'écoute et les chats de manière beaucoup plus importante pour faire face à cet afflux massif de demandes express qu'exprimaient les femmes. On a eu et on l'a constaté 300% d'augmentation des appels à ces lignes d'écoute violence. Mais donc, il fallait absolument pouvoir remplir et répondre à tout ça. Par contre, au niveau des places d'hébergement, ça a été plus compliqué, je pense, à mettre en place et on n'est pas encore couvert, toutes les zones ne sont pas nécessairement encore couvertes de manière adéquate. Donc voilà, un petit peu les questions. La manière dont on travaille maintenant dans ce contexte-ci, c'est évidemment un peu chacune chez nous, mais avec beaucoup de réunions pour pouvoir trouver l'information et concerter entre niveaux de pouvoir. C'est ce que je dirais dans un premier temps. Merci Hélène, merci beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire. Super travail. Je voulais passer la parole maintenant à Madame Joëlle Capompole. C'est exactement ça, Joëlle Capompole. Capompole, ça veut dire tête de fer. Donc voilà, comme ça, vous savez aussi directement ce que ça signifie. Donc, je suis députée wallonne depuis 2004 et je suis également, comme Hélène, vice-présidente de la commission de suivi du Covid-19 au Parlement de Wallonie. Alors tout d'abord, je voudrais en tout cas remercier Hélène parce que c'est elle qui m'a proposé de participer à cette rencontre et remercier vraiment l'ONG Siempre d'organiser ce type de rencontre parce que je pense que c'est essentiel, vraiment essentiel. D'ailleurs, je vais, avant même d'expliquer ce que je fais, moi, parler des enjeux qui me semblent importants parce que la phrase de base de Siempre, c'est « Making Latin Women Visible ». Et pour moi, c'est l'un des premiers enjeux, c'est-à-dire la visibilité. Parce que je me rends bien compte que l'invisibilité, finalement, mène à l'inégalité. Et on doit vraiment pouvoir remettre en question, en cause, de manière très forte, la manière dont on a toujours fait les choses et même l'état d'esprit qu'on ressent qui est vraiment masculin par défaut, je dirais même masculin blanc par défaut, qui est de considérer l'universel toujours à partir du regard de l'homme. Et on le voit dans cette crise du Covid, il y a très peu d'analyse genrée déjà de cette crise. Et donc je pense que vraiment ça va être un gros travail à réaliser. Parce que pour moi, le second enjeu, ce sera d'intégrer beaucoup plus encore la dimension du genre dans les stratégies
et les plans post-confinement. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs même plus largement que la dimension du genre, je parlerai de l'intersectionnalité, parce qu'on le voit, cette crise, elle met en évidence comme un coup de projecteur toutes les discriminations, toutes les inégalités qu'on peut ressentir dans la société. Et lorsqu'on est au croisement de différentes discriminations, la classe, le genre, la race, on voit bien qu'on se retrouve dans des situations qui sont très, très, très compliquées à la fois à vivre, mais surtout pour lesquelles on doit trouver, à mon avis, de nouvelles solutions. Donc, je pense par exemple à la conférence interministérielle droits des femmes, qui a déjà eu l'occasion de se réunir, qui a déjà posé des actes forts par rapport notamment aux violences faites aux femmes, et qui, je pense, élargira et doit élargir son champ de compétences à l'avenir pour aller encore plus loin dans le travail à réaliser. Et enfin, pour moi, le troisième enjeu, ce sera vraiment le contrôle et l'évaluation des politiques menées. Pourquoi? Parce que finalement, ce que vous nous proposez aujourd'hui, pour moi, c'est un peu le début de quelque chose. En tout cas, avec l'ONG Siempre, que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. Et donc, pour moi, ça serait vraiment un travail très, très intéressant à mener avec Hélène, avec d'autres collègues députés au niveau du Parlement de Wallonie, pour remonter vos besoins, pour remonter vos réactions par rapport à ce qui se passe et ce qui devra se mettre en place. Alors concrètement, moi ce que j'ai fait, c'est de faire le lien un peu comme Hélène l'a fait entre différents niveaux de pouvoir. Donc moi j'ai par exemple au niveau de ma ville, parce que je viens de la région de Mons-Borinage, essayer de faire remonter autant que possible le vécu de terrain, des élus de terrain, parce que même si j'ai été conseillère communale, je ne suis plus depuis février 2020, et ça me semblait vraiment important de pouvoir faire prendre conscience au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement wallon, de toute une série de difficultés rencontrées, par exemple par rapport en effet, aux femmes migrantes, à l'accueil des sans-domicile fixe au niveau de Mons, ou encore des difficultés liées aux indépendants, indépendantes, femmes indépendantes qui sont parfois vraiment dans des situations très, très difficiles. Ce que j'ai fait aussi, c'est travailler avec le secteur des aides familiales, parce que vous avez sans doute ressenti dans cette crise, c'est que finalement, certains métiers étaient un peu plus mis en évidence dans le domaine du soin. Je pense par exemple à tout ce qui est infirmier, infirmière. De manière générale, il y avait vraiment une attention pour tous les métiers liés au secteur hospitalier, même aux maisons de repos, même si c'est devenu dans un second temps. Mais par exemple, tout ce qui relève du secteur de l'aide à domicile, des aides familiales, il a vraiment fallu amener cette dimension-là un peu plus, parce qu'elles se sentaient pour la plupart, et encore une fois, beaucoup de femmes invisibilisées, en tout cas pas suffisamment soutenues. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce sur quoi je compte m'atteler. Et je terminerai juste en disant à quel point je suis contente d'être ici, parce que je pense que, encore une fois, même si c'est une crise, on le sait, qui montre à quel point la société est portée par les femmes, à tout niveau, que ce soit dans les métiers concernés, métiers du soin, je viens de le dire, mais aussi les enseignantes, les caissières dans les magasins, et toutes ces femmes finalement qu'on applaudit aussi quelque part. Dans tout ce qui est dit par rapport à la crise, moi je trouve que encore trop souvent, ce sont des hommes qui sont en première ligne. Et donc là, je pensais vraiment que c'était une très très belle initiative que vous aviez, de réunir des femmes pour travailler ensemble par rapport à ce dossier-là. Merci beaucoup. Et je vais passer la invisibilité, c'est ça. Je voulais seulement garder les mots de Joël, la invisibilité qui fait la inégalité. Aujourd'hui, on va parler justement de ces femmes invisibles au niveau du travail et au niveau aussi des papiers. La invisibilité, que ça reste dans notre tête, c'est un des fils conducteurs aussi de notre réunion d'aujourd'hui qu'on a fait avec Tamara et aussi avec Katinka. C'est justement cette invisibilité qui mène à cette discrimination, inégalité, etc. Donc, je vais passer la parole maintenant à Saskia. Merci Saskia, Oui. je te laisse.
Merci à toutes et à l'ONG Siempre pour l'invitation. C'est aussi pour moi une première et donc je suis ravie de ce thème pour le 1er mai parce que le 1er mai c'est aussi célébrer les femmes travailleuses, les femmes ouvrières et on l'a dit, les femmes qui sont en première ligne pendant cette crise aussi dans toute une série de secteurs qui pourtant en général sont très très peu considérés d'un point de vue sociétal et d'un point de vue salarial. Et donc je dirais que c'est un des côtés incroyables de la crise qu'on traverse aujourd'hui, c'est que toute une série de publics vulnérables qui sont de manière structurelle en difficulté dans des situations inacceptables et pour lesquelles on essaye toutes de travailler au quotidien, sont finalement mis en lumière. La crise exacerbe les difficultés, la précarité, la situation dans laquelle toute une série de personnes se trouvent aujourd'hui et entre autres, et c'est un des thèmes de discussion aujourd'hui, les questions de violence de genre, violence domestique, violence sexiste, les violences en ligne aussi. On en parle très peu, mais tout ce qui est violence en ligne, et particulièrement maintenant que tout le monde est confiné et davantage derrière ses écrans, c'est une réalité qui se développe de plus en plus et il y a un vrai harcèlement sexiste qui se développe en ligne et contre lequel on doit aussi lutter. Alors, au niveau européen, il y a différentes mesures que l'on essaye de faire prendre. C'est assez lent parce que c'est vrai qu'une fois de plus, les questions liées au genre ne sont pas appréhendées de manière transversale. Donc, le gender mainstreaming a beau être dans tous les textes, lorsqu'il s'agit d'adopter les politiques effectives et les mesures d'urgence pour lutter contre les conséquences de la crise, on retrouve très très peu d'orientation spécifique liée aux femmes, liée au genre. Et donc ça, c'est un des constats interpellants qui continue à nous mobiliser pour faire en sorte que vraiment, dans toutes les politiques, mesures d'urgence envers les secteurs, envers les PME, envers le secteur agricole, envers le secteur de la santé, il y ait aussi cet aspect de genre qui soit pris en compte et au travers des budgets aussi. On insiste sur le besoin de gender budgeting, donc ça se fait maintenant au niveau de plusieurs communes, au niveau à plusieurs niveaux de pouvoir. Au niveau européen, on n'a pas encore en tant que tel de gender budgeting. Or, on sait que c'est nécessaire pour faire en sorte que les politiques d'urgence ou pas qui sont mises en place, les moyens qui sont dégagés, n'aient pas un impact négatif en cascade sur les femmes. Donc ça, c'est un des défis, c'est que dans le cadre des mesures d'urgence que l'on vote pour le moment au niveau du Parlement européen, on en a déjà voté 2 cycles, il y en a encore à venir, on intègre ces dimensions-là. La deuxième, c'est dans les plans de relance. Donc nous, au niveau des Verts européens, on a publié notre plan de relance avec cette volonté d'avoir une approche de genre dans les politiques de relance pour éviter de louper le coche quelque part, de dépenser des milliards d'euros dans la relance de ce qu'on voudrait être un nouveau monde qui tienne davantage en compte les questions de solidarité, les questions environnementales aussi. Et là-dedans, il est certain que la place des femmes doit être fondamentalement revue de tous les secteurs dans lesquels les femmes sont en première ligne, les questions d'égalité salariale, la reconnaissance aussi du travail non rémunéré, les questions de violence genrée, etc., doivent être partie intégrante des plans de relance. Et on a publié le nôtre parce que la Commission européenne va normalement communiquer sur son plan de relance la semaine prochaine. Et il faut que la question du genre s'y retrouve de manière transversale. La troisième chose, c'est le programme de travail de la Commission européenne. Parce que vu la crise, et c'est bien normal, il y a toute une série de dossiers sur lesquels la Commission européenne et parfois déjà avec le Parlement européen, nous étions en train de travailler, des dossiers législatifs importants qui seront reportés à cause de la crise. Donc, il y a une série de dossiers avec lesquels on est d'accord de reporter, de se dire qu'il n'y a pas d'urgence à légiférer, à avancer maintenant. Il y en a d'autres sur lesquels on veut continuer à travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils sont éminemment liés au plan de relance, évidemment. Si on reporte la réflexion sur certaines stratégies aujourd'hui,
elles ne seront pas intégrées, la réflexion ne sera pas intégrée à la question de la relance et aux milliards d'euros qui seront mis sur la table pour cette relance. Je pense particulièrement à 3 documents. Et là, je rejoins Joël sur le besoin d'intersectionnalité, le fait que c'est plusieurs dimensions qui se rejoignent quand on travaille les questions de genre. C'est la stratégie pour l'égalité LGBTI. C'est une stratégie que l'on discute depuis des mois, et qui maintenant qu'on en est plus ou moins à l'aboutissement d'un travail, la Commission européenne voudrait reporter son adoption. On sait bien qu'il y a un lobbying assez intense de certains pays qui ne veulent pas que l'Union européenne avance là-dessus. Nous, on estime qu'il faut qu'on adopte cette stratégie, que la Commission européenne vienne avec sa proposition de stratégie. Le deuxième texte, c'est la publication de mesures contraignantes pour la transparence salariale, parce que justement, c'est des avancées européennes sur les questions d'égalité salariale, de transparence, de rémunération, donc à travail égal, salaire égal, etc., avec la volonté de vers des minimums, des standards minimums européens. Et le troisième texte, c'est une stratégie qui vise les Roms et l'égalité des Roms et les stratégies d'inclusion à l'égard des publics vulnérables. Et donc là, on sait aussi qu'il y a des dimensions particulières qui touchent les femmes. Il y a encore évidemment d'autres textes qui sont en jeu et sur lesquels on veut continuer à travailler, mais il y a des priorités de travail qu'on ne veut pas reporter vu l'urgence. Et de manière plus structurelle, je dirais, et c'est aussi tout l'objet de la négociation du budget européen, du cadre multi-financier européen, c'est la stratégie, la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences faites aux femmes, prévention et lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. On sait que c'est un texte qui a été signé il y a plusieurs années, qui n'est pas ratifié par toute une série d'États. Et on voudrait aussi que l'Union européenne, en tant que telle, comme instrument juridique, ratifie ce texte et dégage des budgets. On a estimé que mettre en œuvre de manière effective au niveau européen cette convention et ces dispositions pour effectivement renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes engage un budget de 193 millions d'euros que l'on veut voir inscrit dans le prochain cadre financier européen. Si on ne le fait pas, on loupe à nouveau le coche de faire avancer cette politique de manière effective. Aujourd'hui, ça n'y est pas. Donc, dans les négociations budgétaires actuelles, ça n'y est malheureusement pas. C'est un des combats qu'on continue évidemment à pousser pour faire en sorte que ce ne soit pas juste des paroles, qu'on ne se dise pas oui, c'est important, puisque la Commission européenne répète que c'est une de ses priorités, mais si elle n'y met pas les moyens derrière, c'est évident qu'on n'y arrivera pas. Il y a encore une autre dimension, et là c'est clair qu'il faudra qu'on travaille ensemble, à tout niveau de pouvoir et avec les associations de terrain. C'est une stratégie qui doit venir de la part de la Commission européenne normalement cette année, mais qui sera sans doute reportée un petit peu aussi sur les droits des victimes. Et là, tout l'objectif, c'est de faire inscrire dans les dispositions européennes et à terme dans la législation européenne la violence à l'égard des femmes comme un crime et listé explicitement dans les crimes reconnus à l'échelle de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment un enjeu fondamental puisque c'est là qu'on pourra alors agir et avoir des poursuites effectives dans tous les États membres à l'égard de ceux qui osent encore commettre des violences à l'égard des femmes. Je vais m'arrêter là pour le moment, mais évidemment, il y a énormément d'autres aspects intéressants, comme la collecte de données, de statistiques au niveau européen, puisqu'on sait que c'est un des éléments clés pour assurer des politiques efficaces derrière. Et d'autres instruments législatifs qui sont sur la table au niveau européen. C'est vrai que je ne me suis pas présentée au début, mais moi j'ai toujours travaillé sur les questions de genre et ici en tant que députée européenne, j'essaye d'y travailler de manière transversale, d'être cohérente avec ce que l'on porte. Au travers de la commission Libé, c'est celle qui s'occupe des questions de justice, de migration et de liberté civile. Au travers de la commission commerce international, où je suis référente genre, puisqu'on a par commission quelqu'un qui essaye de pousser la question du gender mainstreaming dans les politiques européennes, et je suis coprésidente, oui, parce qu'on est 4 présidents, différents groupes politiques,
de l'intergroupe droits de l'enfant. Et donc là, il y a évidemment aussi des questions liées aux familles et au genre qui interviennent. Voilà, merci beaucoup. Merci Saskia. Nous, comme organisation de terrain, notre travail est assez compliqué, déjà au quotidien, déjà dans des temps normaux, on peut dire, encore plus compliqué maintenant avec cette crise sanitaire, cet virus, que c'est un virus de violence qui, j'ai vu vraiment grandir au niveau de notre public. Et moi, je travaille dans une organisation de femmes qui s'appelle les collectifs des femmes, Tamara aussi, et Katinka aussi, et aussi Julia. On est des femmes de terrain. On travaille avec des femmes. Et nous, on va justement pouvoir transmettre un peu toutes les problématiques qu'on voit et que vous savez déjà sûrement beaucoup. Et je me dis que vous avez beaucoup de travail à faire parce que c'est avec vous qu'on peut faire des changements. Et c'est vraiment vous, femmes politiques, qui peuvent transmettre et vraiment pouvoir réussir des changements à ce niveau-là. Oui, et Saskia nous a dit, ça me reste vision des genres. Pouvoir que dans la politique, il puisse avoir vraiment une vision des genres. Avoir un budget aussi, un budget pour les violences, un budget aussi, et aussi pouvoir aussi dire que c'est un crime, la violence à l'égard des femmes. C'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Et j'espère vraiment, en t'écoutant Saskia, j'espère vraiment qu'au niveau de l'Europe, il y aura des changements. Et merci. Et je passe la parole maintenant à Madame Esther Ingabire. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Alors moi c'est Esther et je travaille à la cellule droits des femmes de la ministre Bénédicte Linard. Donc je voulais encore une fois l'excuser. Malheureusement elle avait pas mal de choses prévues aujourd'hui, donc elle n'a pas pu assister à cette visioconférence. Alors au niveau du cabinet de la ministre Bénédicte Linard, nous travaillons donc sur plusieurs choses. Vous avez peut-être entendu, le décret droits des femmes a été adopté lundi dernier à la quasi-unanimité, sauf une abstention au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça c'est déjà un premier pas pour ce décret, car donc il est passé en lecture au gouvernement puis ici au Parlement. Ce que nous avons fait donc depuis le début, c'est consulter les associations de terrain afin d'avoir leurs propositions pour alimenter ce plan droits des femmes. Donc, nous avons terminé les consultations, nous avons compilé l'ensemble des consultations, des propositions. Et ce que nous avons fait cette semaine, comme c'est un plan qui sera adopté par l'ensemble du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est rencontrer les différents ministres afin de voir dans quelle mesure ces propositions pouvaient aussi s'intégrer dans leur politique. Parce que voilà, c'est un plan transversal. Quand on pense par exemple à des mesures qui vont concerner l'éducation, les manuels scolaires non genrés, c'est des mesures qui doivent être discutées avec le cabinet de la ministre de l'Enseignement. Ça nous paraît tout à fait normal. Sinon, ce plan n'a aucun sens s'il n'est réfléchi que de manière unilatérale. Donc, alors, ce plan droits des femmes va s'axer, en fait, on aura va s'axer sur quatre axes. Nos axes de travail seront donc tout d'abord la lutte contre les violences faites aux femmes. Ensuite, il y a la déconstruction des stéréotypes et le fait d'agir sur les représentations. Ensuite, il y a le fait d'assurer une meilleure représentation des femmes dans tous les secteurs professionnels et à tous les niveaux dans les instances de décision et postes à responsabilité. Et finalement, des mesures qui pourront faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Au niveau de la lutte contre les violences aux femmes, évidemment, les pistes sont tirées notamment de la Convention d'Istanbul. Donc, nous allons continuer là-dessus.
ça permet aussi de revenir sur le fait qu'ici, en période de Covid, nous avons aussi participé à la task force, donc avec les autres ministres régionaux en charge des droits des femmes, afin de travailler sur des mesures pour permettre un meilleur accueil et un hébergement à l'ensemble des femmes victimes de violences en cette période. C'est vrai que ça a été assez ardu, mais voilà, moi, je voulais saluer aussi le travail qui a été fait, notamment avec des autres ministres, que ce soit à la région Wallonne ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles, en ce qui concerne le logement, des provinces, les pouvoirs locaux, et évidemment les associations de terrain qui se sont battues pour trouver tous ces logements et essayer de couvrir un maximum le territoire, même si ça reste encore imparfait. Alors, où est-ce que j'en étais? Et sinon, au sein du cabinet de la ministre Linard, ce qu'on essaye aussi de faire, non, ce qu'on fait, c'est pour nous, les droits des femmes sont une matière transversale. Donc, dans chacune des matières dont elle s'occupe, on essaye on fait en sorte de pouvoir mettre une vision genrée dans chacune de ces politiques. Si je pense à la cellule enfance, par exemple, il y a ce qu'on fait pour le moment, il y a une étude sur la cyberviolence des jeunes qui a été réalisée. On est en train de travailler, mais avec aussi les autres niveaux de pouvoir, donc le fédéral évidemment et la région, sur l'accompagnement des mères en prison, car c'est souvent un sujet assez oublié et assez mal géré. Ensuite, on travaille aussi sur l'accessibilité, donc que ce soit via l'offre, via le prix ou la sensibilisation des milieux d'accueil et des collectivités d'accueil extrascolaire. Voilà, c'est aussi une des mesures prévues dans le plan droits des femmes. Ce sera par exemple la formation du personnel des milieux d'accueil afin d'éviter de reproduire les stéréotypes et les représentations liées au genre. Donc ça, c'est une priorité parce qu'on pense que cette éducation sur les stéréotypes commence dès le plus jeune âge. Au niveau de la cellule culture, nous sommes déjà en train de faire aussi un cadastre de la présence des femmes dans les différents secteurs concernés. Ça a déjà été réalisé dans le secteur de la musique. Une étude se termine ici dans les arts de la scène. Ça a été fait aussi dans le cinéma, mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse renouveler et mettre à jour ces études afin d'avoir les chiffres exacts sur la représentation des femmes dans les différents secteurs de la culture. Mais nous travaillons aussi surtout sur une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision. Et ça, c'est vraiment pas gagné parce que on constate aussi que la culture, comme l'enfance, ce sont des milieux majoritairement féminins, mais dans les postes de direction, on retrouve assez souvent des hommes et c'est eux qui représentent ces milieux dès qu'il s'agit de prendre des décisions pour les milieux. Et finalement, la dernière compétence, donc, c'est les médias. Pour le 8 mars, nous avons réussi, avec l'aide de l'Association des journalistes professionnels, réussi à faire adopter une charte pour un meilleur traitement médiatique des violences faites aux femmes. Donc, ça a encore à évaluer. On a constaté qu'il y a encore des titres et des traitements d'informations qui ne sont pas parfaites. Mais voilà, cette charte a été assez bien accueillie par l'ensemble des médias francophones. Et donc, ça va être mis en place et des formations genre seront données dans les médias aussi pour pouvoir les accompagner et les aider dans ce traitement médiatique. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Mais voilà, moi je suis principalement là pour écouter les échanges d'aujourd'hui afin de faire rapport après à la ministre, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, pour nous, c'était important aussi pour pouvoir informer le public et justement de toute cette nouvelle mesure, ces décrets. Et parfois, pour notre public, c'est un peu compliqué. Ils sont dans des situations difficiles et c'est un moyen aussi qu'ils puissent aussi avoir les informations. C'est pour ça qu'on le fait aussi au niveau de Facebook, pour que les gens puissent voir aussi et réécouter et essayer de comprendre aussi parce que ces décisions,
c'est des décisions qui vont affecter notre vie, leur vie. Et donc, c'est très important. Une lutte pour la représentation des femmes dans les postes de décision. Ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je vois, en voyant les personnes avec qui je travaille, justement cette discussion. Encore plus de femmes dans les postes de décision. Et avec cette petite phrase, je vais laisser la parole à Nevruz Unal. Madame Nevruz Unal. Nevruz Unal, oui. Je sais, merci, pas de désolée. problème. Pas de problème, c'est pas facile. Moi, je suis échevine à XL des contrats de quartier de la urbaine et échange. Et moi, je travaille plutôt au niveau local, donc on est surtout sur le terrain. Et avant même de parler de la place des femmes dans des hauts postes de décision, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle, et surtout la crise du Covid qui va ne faire qu'aggraver la situation sociale et économique des familles et des femmes. Ces derniers jours et ces dernières semaines, j'ai été assez surprise par l'impuissance en fait de certains services publics qu'on a su financer pendant des années, que ce soit le milieu médical, les aides ménagères, que ce soit les employés ou les usagers du CPS. Et c'est vrai qu'au niveau local, avec le peu qu'on avait, on a essayé de s'unir avec des acteurs publics comme le CPS, avec un service, celui de la cohésion sociale, de la prévention, où on a dû vraiment être témoin sur le terrain des difficultés qu'avaient certaines femmes. Et on a plusieurs acteurs, évidemment, il y a les familles monoparentales, ces femmes qui ont déjà du mal à subvenir, il y a le RECA qui a fermé, le milieu économique est à l'arrêt, ça veut dire que pour certains, soit ils ne travaillent pas, soit tombent en situation de précarité, et déjà leur situation n'était pas des plus adéquates. Et on a d'abord, rien que durant la journée internationale des droits de la femme, on a décidé voilà, surtout le PTB à ce moment-là qui avait proposé cette notion d'égalité des genres et avec lesquels on était évidemment d'accord. C'était un sujet en fait finalement qui est un peu transparti, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on aborde un sujet aussi délicat et aussi difficile à l'heure actuelle, et pas seulement ici mais dans le monde entier, je pense qu'il y a une solidarité des femmes à travers chaque parti politique qui quand même se noue et sur laquelle on a quand même tous envie de bouger et d'agir. Donc moi je travaille actuellement sur cette motion pour le groupe PS. Il y aura aussi les chefs de groupe qui vont y travailler et tous les partis étaient d'accord pour étudier le sujet surtout au niveau économique, le salaire des femmes, l'égalité des salaires, les postes décisionnels dans les grandes entreprises. Mais moi, ce que j'ai vu ces derniers jours, c'est qu'on se retrouvait avec des femmes, la problématique des sans-abri, la problématique des sans-papiers. On a quand même les Sister House qui étaient là et on a vu que pour eux, c'était déjà difficile de se loger parce que leur lieu d'habitation était assez précaire à Ixelles. Et le problème qu'on a à Ixelles, c'est qu'on est une commune assez chère et l'immobilier est très, très cher. Et même nous, en tant qu'acteurs publics, on essaye d'agir, de pouvoir acheter des biens, mais c'est très difficile, beaucoup plus difficile que dans d'autres communes. Et de ce côté-là, on a quand même dû avoir l'aide de la région. On ne pouvait pas agir tout seul au niveau local. On a la COCOF aussi qui agit, on a Mille Bruxelles aussi, donc et on a dû s'allier aussi à Etterbeek qui nous a aidés pour essayer de reloger ces femmes. Donc, on essaie d'avoir quand même un lien très fort aussi avec les autres communes pour ne pas rester isolés, puisque on doit travailler tous ensemble, on doit le faire, on n'a pas le choix. Et là, nous, dans le contrat de quartier, la chance qu'on a, c'est qu'on est directement en lien avec les ASBL qu'on finance et avec le public fragilisé, et on travaille énormément sur les invendus. Et ces derniers jours, on fait du miracle. Je crois que personne ne peut s'imaginer le nombre de nourritures et de nourritures qui sont jetées par les grands supermarchés. Et on a la chance de les récupérer. Et c'est vrai que depuis quelques jours, et on travaille vraiment avec le CPS, la cohésion sociale, les ASBL, à la distribution. Et on est vraiment confronté à cette situation de précarité.
précarité des femmes, surtout, aussi des hommes. Je ne voudrais pas exclure quand même une partie de la population, où on a des femmes qui parfois téléphonent, puisqu'on a créé un numéro d'urgence aussi, ou me contactent en me disant « mais moi, ce mois-ci, je n'ai plus que 30 € pour manger ». Quasi plus rien pour manger. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se bouge, parce que si ce n'est pas le politique qui se bouge, un jour ou l'autre, c'est le peuple qui se réveille. Et s'il y a une chose qui fait bien peur au niveau économique et parfois dans le milieu politique, c'est le réveil des peuples. Et moi, je le souhaite fortement. Voilà, j'arrêterai là. Merci beaucoup. Oui, très intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, la crise, c'était la crise du coronavirus fait exploser les problématiques des fonds. Et c'est vrai qu'il faut travailler ensemble. Et les politiques en général sont drapeaux politiques, mais pour une lutte commune, pour des réponses communes, pour des actions communes. Et le plus important, et je ne sais pas si je vais bien prononcer ton nom, Nevruz. Nevruz, oui. Nevruz. Et c'est aussi pouvoir avoir cette confrontation avec les organisations du terrain, justement pour pouvoir travailler avec eux et travailler sur les besoins, que c'est des besoins essentiels. Comme nous aussi, on voit, on ne s'imaginait pas faire des colis alimentaires. Et pour l'instant, on fait des colis alimentaires parce que les gens n'arrivent pas. Et avant, ils n'arrivaient pas les 20, 25 de chaque mois, mais maintenant, ils n'arrivent pas, même pas les 10 de chaque mois. Et je trouve ça très gênant. Moi, ça me met très mal à l'aise. C'est la première fois que je suis élue et que je ce poste. Je suis fondamentalement contre la soupe populaire. Fondamentalement. L'appel au bénévolat me gêne profondément. Donc, quand j'ai eu l'appel de certaines associations, je préfère subsidier, parce que tout travail mérite salaire. Ça veut dire qu'il y a quand même un échec dans l'application des fonctions régaliennes d'un État, d'un service public. Pourquoi en arrivons-nous à ce point à faire l'aumône, entre guillemets, et c'est dur ce que je dis, hein, c'est très dur, mais je pense que dans un État de droit, un État qui est passé par l'âge d'or du socialisme après 2 guerres où la situation était au plus bas, et c'est là qu'on a créé l'âge d'or des soins de santé, du welfare state, de l'instruction, de l'éducation. Cette crise nous a montré à quel point on a coupé, on a sabré dans des fonctions et des services publics qu'on a privatisés, et de là à perdre la main. Et laisser ça en partie à l'associatif, à l'appel au bénévolat, oui, ça me gêne beaucoup. Et je pense qu'à un moment donné, oui, il va falloir secouer un peu, il va falloir réfléchir, bouger et réagir, et pas juste parler. Et c'est ce qu'on avait dit quand la motion avait été présentée. On avait reporté la motion, on l'a reportée, parce que c'est un des sujets où je crois que c'est assez gênant qu'un parti politique se présente comme l'étendard de la cause. C'est une cause qui est universelle, avec des valeurs universelles, et je pense qu'il faut agir en tant qu'humain et se battre pour cette équité et justice sociale, que ce soit des femmes, hommes, enfants, des minorités et des plus défavorisés. Merci, merci beaucoup. Et je passe la dernière à notre dernière invitée, que c'est Madame Nadji. C'est possible? Tout à fait possible. Donc, c'est Marina Nadji. Marina Nadji. Bonjour. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Julia, ¿cómo estás? Tamara, un saludo para mis amigas de siempre. Moi, je suis donc députée DEFI, belgo-colombienne. Je travaille aussi comme conseillère communale à la ville de Bruxelles. Et je voulais enchaîner sur la dernière... Ah, bonjour Nevruz. Je voulais enchaîner sur cette dernière intervention parce que... comment dire, nous vivons une crise terrible. Je pense que ma génération, votre génération n'a probablement pas connu
de crises semblables. On peut beaucoup critiquer notre système. Je pense que depuis 5 semaines, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau des régions et des communautés, les pouvoirs publics sont en train de répondre d'une manière ou d'une autre aux très grandes urgences. Je pense au chômage temporaire, je pense aux droits passerelles, pour donner du revenu à des personnes qui du jour au lendemain se sont retrouvées sans travail. Alors évidemment, cette crise très profonde, elle montre, elle fait éclater les situations précaires et difficiles. Donc on va les visualiser encore plus, si j'ose dire, qu'on ne pouvait les voir avant. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a une mobilisation générale, alors pas parfaite, pas à hauteur qu'il faudrait, etc. Mais il y a une mobilisation générale pour ne pas laisser même quiconque dans la rue sans soin. En tous les cas, moi j'ai pu le constater du côté de la région bruxelloise. Il y a depuis 5 semaines plus de 300 millions d'euros qui ont été mobilisés, donc en plus des budgets déjà existants, pour faire face à ces situations dramatiques. Donc on a essayé de trouver du logement pour les personnes qui se trouvaient à la rue, qu'elles aient des papiers ou qu'elles n'aient pas des papiers. On a réquisitionné des hôtels, on a réquisitionné des logements. Donc, il y a eu une mobilisation. Pour les femmes, par exemple, victimes de violences, on a réactivé le numéro vert d'appel, le 0800, je le répète, 0800 330, 0800 330, qui est un numéro où vous pouvez téléphoner dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une violence, pour le signaler. On essaye d'améliorer cette ligne pour que ce soit aussi via les pharmaciens, ou enfin pour réfléchir à le rendre le plus accessible possible pour les femmes. Mais bon, par exemple, il y a eu, en plus des places d'accueil, 50 places qui ont été mobilisées dans un hôtel. Ces 50 places, hier, nous avons eu l'information, il y a 19 femmes avec des enfants, donc il y a environ 25 personnes qui sont logées, nourries bien entendu. Donc, il y a beaucoup de solidarité dans le système institutionnel et aussi, bien entendu, dans le système des ASBL ou des personnes. Je pense qu'il y a, on peut le dire aussi, on n'est pas laissé juste là et débrouillez-vous. Non. Alors, toutes ces réponses, voilà, il y aura un temps pour les analyser, il y aura un temps pour dire ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, mais en attendant, il y a quand même, en tout cas en région bruxelloise, un travail qui est attentif aux femmes, qui est attentif aux sans-papiers, qui est attentif aux personnes en difficulté. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu toutes les primes pour les commerçants, les ORECA qui ont fermé pour les magasins, pour juste leur permettre d'un peu relever la tête. Mais bon, voilà, en attendant, c'est là. Il y a eu également maintenant la décision d'octroyer une prime pour les locataires. Donc, toute personne qui aura ou toute famille qui aura des difficultés pour payer son loyer pourra prétendre à une prime de 200 € que la région va mettre à disposition. On a assuré aussi pour un secteur qui touche beaucoup les femmes et les femmes latino-américaines, en particulier le secteur des titres-services. La décision a été d'assurer 95% de leurs revenus via les allocations de chômage et une compensation qui a été décidée également par le ministre Claire Failly. Donc, il y a eu des décisions pour essayer de faire face à une crise sociale, économique et sanitaire. Voilà, donc moi je trouve qu'elle est terrifiante et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont vraiment en première ligne, les secteurs sociaux, les médecins, les gens qui nettoient, voilà, parce que c'est quelque chose, en tout cas moi je suis très touchée. J'ai pendant ces 4 semaines essentiellement suivi les travaux de la Commission des affaires sociales et de la santé du Parlement bruxellois.
La situation dans les homes, par exemple pour les personnes âgées, c'était juste une hécatombe. Et là aussi, il faudra voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais on peut comprendre la détresse humaine, la détresse des familles. Il y a une question qui reste pour moi un petit peu pas vraiment bien résolue, c'est la question des jeunes parents, enfin des parents et surtout des mamans, parce que c'est la majorité, donc des familles monoparentales par rapport à leur situation de télétravail. Donc, tout ce qui est le remboursement des pensions alimentaires non payées, etc. Donc, il y a là probablement un gros problème qui, d'après moi, d'après les informations que j'ai, n'est pas encore totalement pris en charge. Moi, ce sur quoi on insiste aussi beaucoup chez nous à Défi, c'est d'une part de ne pas hésiter d'aller vers les CPAS, auxquels je veux rendre hommage aussi, parce que les CPAS sont là pour répondre même à des personnes qui n'ont pas l'habitude, les étudiants, les personnes qui ont perdu temporairement le travail. C'est des personnes qui n'ont pas tous l'habitude d'aller au CPAS, mais les CPAS sont là pour les aider et nous demandons, nous, du côté de Défi, un renforcement du financement du fonds de l'action sociale, en tout cas en région bruxelloise, pour que les CPAS puissent répondre aux besoins nouveaux qui vont arriver. Alors, je termine par la question de la situation particulière des femmes. Vous savez qu'au niveau fédéral, Sophie Rohoni, notre députée très active dans la matière, se bat beaucoup pour qu'on reconnaisse le féminicide comme un crime spécifique. Donc, on tue une femme parce qu'elle est femme. Je pense que pour le moment, les travaux de la Chambre sont un petit peu chamboulés. Donc, à ma connaissance, la proposition n'avance pas, mais c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Moi, en tant que présidente du comité d'avis sur l'égalité hommes-femmes à la COCOF, je travaille sur la question du harcèlement, cyberharcèlement, et on essaye maintenant on a encore des auditions, mais on va essayer d'arriver à des propositions, à des recommandations pour lutter contre ce fléau assez terrible. Donc, si vous êtes intéressé, je pense qu'il y a une prochaine séance qui sera retransmise le 6 mai. Et puis après, j'espère qu'on pourra s'organiser pour avoir les experts et arriver à faire des propositions. On est attentif à la question du gender budgeting que certains d'entre vous ont évoqué. La région bruxelloise n'a pas encore totalement assimilé ça pour toutes ses politiques. Donc, il y a des ministres qui ont un regard genré sur leur politique, mais d'autres, et notamment en matière de social et santé, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, moi, je suis très attentive avec d'autres collègues, parce que ça, c'est l'avantage du Parlement bruxellois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes très actives et très présentes à tous les niveaux pour essayer de faire avancer cette question d'un regard genré des politiques. Voilà. Pour l'avenir, moi, je pense que ça ne sera pas rose, ça ne sera pas le monde parfait qu'on rêve. Ça sera d'abord une très très forte difficulté économique, on le sait. Il va y avoir des secteurs qui, on peut les aimer, pas les aimer, mais vont licencier du personnel. Donc, nous, on s'attend à une augmentation terrible du chômage et donc on voudrait travailler effectivement à refinancer via notamment les organismes de financement des PME et des startups bruxelloises pour avoir une vision d'avenir, mais en sachant que les caisses des régionales seront assez touchées parce qu'on a beaucoup dépensé déjà aujourd'hui et donc pour faire des investissements, voilà, il faudra trouver des mécanismes ingénieux et intéressants avec. Je pense qu'on doit se dire que une société nouvelle s'ouvre probablement comme après chaque crise grave, mais qu'aujourd'hui, faire croire aux gens que demain ça ira bien et que tout marchera et qu'on aura… non, on va devoir beaucoup travailler et je pense notamment qu'en matière de formation pour le public au chômage, de reconnaissance des compétences
parce que beaucoup du public, en tout cas par exemple d'origine migrant, enfin qui est migrant, a des compétences, mais les diplômes ne sont pas reconnus. Donc en région bruxelloise, nous travaillons beaucoup à la reconnaissance des compétences. C'est quelque chose qui pour moi est porteur d'espoir pour ce public que je connais bien et qui pourrait ainsi être inséré. Et Actiris est très présent sur ce sujet. Donc voilà, ça c'est un peu les pistes, mais vous entendez, moi je suis quelqu'un de très préoccupé parce que la situation elle est extrêmement grave et il faut vraiment que chacun d'entre nous, à notre niveau, avec les possibilités qu'on a, on se serre les coudes et on avance et on essaye vraiment d'aider les gens à s'en sortir et à visibiliser tous ces travailleurs, toutes ces femmes, toutes ces personnes qui font, y compris dans les politiques, y compris dans les ministres, y compris dans les administrations, un travail incroyable pour aller de l'avant et soulager un peu la souffrance des gens, parce qu'on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et surtout d'avoir dit aussi les numéros en espagnol, c'est important parce que Tamara, comme moi, comme aussi Katinka et Julia, on suit des femmes latino-américaines, des femmes qui parlent espagnol. Donc, répétez les numéros. De toute façon, on va les mettre et on continue à les dire aussi. Et on va essayer... 330, y creo que Julia lo conoce de memoria. Sí. Et merci beaucoup, muchas gracias. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Et justement, je voulais remercier pour cette introduction et je vais un tout petit peu parler un peu de l'expérience de travail qu'on a dans ce moment dans mon travail au collectif des femmes. On fait un travail de terrain, mais on fait un travail dans lequel c'est pratiquement des militants, c'est du bénévolat, on peut dire. Cet accompagnement des femmes, des familles monoparentales dans lesquelles je remarque dans notre public, c'est 97% des femmes. Et cette précarisation qui devient féminine, hein, et donc, on voit vraiment que cette crise, cette COVID-19, c'est aussi à stimuler pour que tous les problèmes qui étaient déjà un peu à la base sortent d'une manière et explosent d'une manière terrible. On voit ces femmes qui n'arrivent pas à la fin du mois, on arrive ces femmes qui sont victimes de violences, et comme tu dis, peut-être à Bruxelles, les choses se sont débloquées d'une manière plus rapide, mais ça dépend de chaque commune. Et donc, chez nous, je te dis, moi, sur Louvain-la-Neuve, je suis beaucoup de femmes victimes de violences. Des femmes dans lesquelles je ne peux pas téléphoner, ils m'envoient un SMS, WhatsApp, c'est maintenant. Donc, je peux téléphoner maintenant. Téléphoner pour faire une écoute active et voir en quoi je peux aider, dans quelle mesure. Généralement, c'est seulement de l'écoute pour l'instant. Difficile quand on n'a pas un logement, difficile quand on n'a pas de mesures en place. Et c'est très compliqué parce qu'on reste avec l'agresseur. Comme vous savez, hein, 24 heures sur 24, on devient déjà enfermé, un peu agressif, un peu fou, encore pire avec quelqu'un qui est déjà violent à la base. Par exemple, les 50 places ouvertes dans un hôtel, c'est pour ce genre de situation. Donc, il y a encore de la place et l'engagement, c'est que si il faut, on peut aller chercher plus de place pour répondre justement à cette question. Alors, ce qui se pose comme problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sûr que toutes les femmes aient la possibilité de téléphoner ou de prendre un contact parce que justement, elles sont avec leur agresseur tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on explore la piste de est-ce que via la pharmacie, via des contacts pas suspect pour l'agresseur, on pourrait prendre contact avec, pour informer les femmes, voilà, on peut vous loger, vous et vos enfants, et vous mettre en sécurité à tel endroit. C'est un soulagement, c'est un outil très important pour répondre, comme tu dis, à ce type de problème. Et on devient créatif. On est dans une situation dans laquelle il faut créer de nouvelles solutions et de nouvelles moyens pour aider justement ces personnes, ces femmes. Et aussi,
ce n'est pas seulement la femme qui est victime de violence, c'est aussi les enfants qui sont victimes de violence. Parce que parfois, on met seulement la femme comme victime et on oublie les enfants qui voient et qui ressentent cette violence, et donc, ils sont aussi victimes de violence. Une des femmes me disait, parce que j'ai proposé pour aller à Bruxelles, et elle a un bébé et une petite fille, elle me dit, et à Mankai, et après les confinements, comment est-ce que je vais faire? Après, quand ils vont me jeter à la porte, je dois retourner chez mon mari. C'est la deuxième fois que je vous raconte une histoire beaucoup d'histoires. Et elle a quitté 3 fois son mari. Chaque fois, elle a retourné chez son mari parce qu'il n'avait pas une autre solution, parce que c'était compliqué. Elle me dit, pour retourner une 4e fois, je vais me faire tabasser encore plus fort. Je ne suis pas certaine, je reste là un mois, ça va durer combien? Jusqu'à le 11? Et après, si je retourne, il devient encore plus violent. Je ne sais pas donner des solutions, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est vrai, c'est l'après. Pour ces femmes victimes de violences qui sont relogées, et après, comment est-ce qu'on va continuer? Est-ce que toutes ces mesures qui sont mises en place maintenant, parce que c'est une crise terrible, une précarité énorme. On fait des colis alimentaires, comme j'ai dit avant, et je vois la solidarité des personnes, des bénévoles, des personnes qui je ne pouvais pas imaginer, justement pour combler quelque chose de primordial, que c'est pouvoir arriver à manger. Avoir des soins de santé, ça signifie aussi à pouvoir acheter un paracétamol. On est confronté avec un public qui n'a pas l'argent pour donner du paracétamol à ses enfants quand ils ont de la fièvre. Donc, c'est assez compliqué. Et aussi pour ces femmes qui sont victimes de violences, qui veulent quitter, mais après quoi? Donc, justement, une des choses que nous, on voulait justement avoir ce dialogue pour avoir des idées, des solutions, des perspectives pour l'avenir, pas seulement de ces femmes, mais aussi les femmes invisibles, ces femmes sans papier, ces femmes qui continuent à travailler dans une invisibilité, ou certains qui ont dû arrêter de travailler, ils sont vraiment, grâce à une solidarité. Heureusement que cette solidarité s'est réveillée et travaille d'une manière incroyable, sans cesse. J'ai des masques pour les femmes réfugiées, les femmes sans papier, pour les demandeurs d'asile, qu'on me donne, qui arrivent à la maison justement pour pouvoir donner à ces personnes-là, parce qu'ils ont besoin de aussi un masque, mais aussi les colis alimentaires, etc. Difficile à pouvoir que je puisse donner des réponses. J'espère trouver des réponses avec vous pour pouvoir donner des solutions, et des solutions dans le terrain. C'est vrai que je peux dire que dans notre organisation et les organisations des femmes, parfois on se sent seul par rapport au gouvernement. C'est un travail très fatigant et très dur. Et ce n'est pas facile à ce niveau-là maintenant. Et je laisse la parole à Saskia parce qu'elle voulait, j'ai vu sa main qui s'est levée. Et justement pour ça, on met en coalition les différentes organisations des femmes pour demander des choses, pour demander de l'appui, avoir une visibilité, justement, et dire, on fait un travail depuis longtemps, maintenant c'est encore plus difficile et on continue à le faire. Saskia, tu voulais parler? Oui, mais une remarque en fait, excusez-moi, moi j'ai utilisé le lever la main dans la conversation. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Ça a été vu, mais peu importe, hein, si Saskia prend la parole, c'est très bien aussi, mais c'est pour dire que j'avais utilisé ce moyen-là. En fait. Ok, ça va. Oui, mais je partage la colère, la révolte. C'est une situation où on se dit finalement on a besoin d'en arriver là où on est aujourd'hui, d'une crise comme celle qu'on vit, qu'on traverse, pour qu'émergent dans la conscience collective des situations en fait qui sont structurelles, des situations qui existent depuis toujours et contre lesquelles on ne prend pas suffisamment de dispositifs et pour lesquels il y a eu un désinvestissement massif pendant des années dans les soins de santé, dans le secteur social, dans les secteurs publics. Et le fait qu'on en soit là aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment que nous, collectivement aussi,
on continue à être des relais après la crise, parce que les applaudissements de 20 heures, tu en as parlé, il faut qu'ils continuent après la crise et qu'on ne se dise pas on recommence comme avant. Donc, évidemment qu'on ne va pas arriver vers un monde fleuri et rose du jour au lendemain, non. Mais par contre, soyons collectivement unis, mobilisés pour faire en sorte de ne pas revenir au monde d'hier, de ne pas revenir aux mêmes erreurs qui ont été commises, de continuer à dénoncer et à visibiliser les situations qui ne sont pas normales, que l'on considère comme pas normales, et contre lesquelles les associations de terrain se battent en première ligne, pour faire en sorte que tous les budgets d'urgence qui sont injectés aujourd'hui dans les politiques sociales deviennent pérennes et qu'on sorte de manière structurelle les sans-abri du sans-abrisme, qu'on les gens de la précarité et de la pauvreté, et que les budgets qui sont mis à disposition soient véritablement considérés comme des investissements. Et c'est un des combats qu'on mène au niveau européen aussi, c'est de dire tout ce qui est investissement dans des services publics doit être rémuni, ne peut pas être considéré comme une dépense des États, ne peut pas être soumis ensuite à des nouvelles cures d'austérité, parce que quand il y a des cures d'austérité, quand l'Europe impose une ligne budgétaire, que font les gouvernements? Ils coupent en premier lieu dans les services publics et de santé, dans les services essentiels que sont l'aide alimentaire, que sont les services sociaux, que sont les politiques publiques de logement ou du CPAS, etc., etc. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est remettre l'humain, les gens en premier lieu du dispositif et de faire en sorte que les moyens aillent vers des solutions structurelles, de long terme. Il y a plusieurs doigts qui se lèvent, donc je vais m'arrêter là. Et donc, je crois que vraiment, à nous entendre aujourd'hui, au travers de plusieurs partis politiques, on partage cette révolte et ce besoin d'un changement fondamental de société. Et les femmes vont devoir se battre doublement. Les femmes, nous sommes là, on va devoir se battre doublement. J'ai peur, c'est vrai, de recommencer comme avant, parce que quand je vois certains appels à un changement de modèle, majoritairement portés par des hommes qui n'ont pas conscience de la situation que vivent les femmes. Ils n'en ont pas conscience, ils ne la vivent pas, ils ne la connaissent pas. Le harcèlement, les violences sexistes, les mots, le harcèlement moral, tout ça est essentiellement sur le dos et sur les épaules des femmes. Et donc, c'est là qu'on va devoir se serrer les coudes pour faire en sorte que l'avènement de ce nouveau monde, parce que moi, je crois vraiment qu'il est possible d'avancer vers un nouveau monde dans le sens où l'économie doit être davantage mise au service des citoyens, des gens, pour faire en sorte que chacun ait des sources de revenus suffisantes, des aides suffisantes pour avoir une vie digne, une situation de vie digne, et contribue à sa manière au travail, avec une meilleure répartition du temps de travail aussi, un meilleur équilibre. Je crois que c'est une des prises de conscience dans le cadre de cette crise, un meilleur équilibre aussi entre le temps qu'on met dans le boulot, dans l'économie, toute l'énergie qu'on met à faire fonctionner ce système économique, plutôt qu'à le mettre dans d'autres moments de vie, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient de loisirs. Et ça aussi, chacun y a droit. Et là, effectivement, les femmes qui sont soumises à des violences, dont la première préoccupation, c'est que vais-je donner à manger à mes enfants, sont loin de penser à leurs loisirs. Et ça, c'est pas normal. Et ça aussi, c'est un équilibre qu'il faut qu'on retrouve. Joël, je te laisse la parole. Merci. Je dirais entièrement d'accord avec Saskia par rapport d'ailleurs à ces messages du 1er mai. Et je pense qu'il faut toujours balayer devant sa porte et regarder dans sa propre formation politique. Moi, il y a quelques jours, j'ai envoyé un message à mon président de parti pour lui dire que le 1er mai digital du PS avec que des hommes en tête d'affiche, ça m'avait posé problème et que je trouvais vraiment pas ça logique en 2020. Donc voilà, entièrement d'accord avec cet aspect-là. Et je pense vraiment, encore une fois, à quel point c'est une chance pour moi d'être ici discuter avec vous, parce que c'est comme ça que je voulais passer mon 1er mai, de façon militante et résolument féminine. Alors, moi, ce que je crois vraiment par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en effet, on nous vend
quelque part la cellule familiale comme étant un lieu de repli, encore plus dans les injonctions que l'on voit un peu partout, comme si, en tout cas pour les personnes plus aisées, c'était presque un plaisir de retourner chez soi et d'être en milieu de famille, alors que, on le sait, les familles ont changé. Et malheureusement, on ne tient pas compte de cela. Tu parlais de 97% de familles monoparentales qui sont en fait des familles gérées par des femmes. Bon, c'est vrai que plus généralement, on parle de 80%, mais donc ça veut dire que ce qu'on va devoir inventer ensemble, ce sont de nouvelles collectivités, ce sont de nouvelles solidarités, de nouveaux liens de collectifs et solidaires qui ne passeront pas par la cellule familiale telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Je pense vraiment qu'on en est là. On doit, franchement, si on veut arrêter d'aggraver les inégalités, ça veut dire qu'on doit aussi complètement réinventer cette cellule familiale, en tout cas ne plus la montrer telle qu'on la montre. Je pense par exemple que la dernière interpellation concernant les familles monoparentales au niveau de la Ligue des familles montrait qu'un homme, par exemple, c'était un visage masculin qui était mis en évidence. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes parce qu'on sent que dans l'imaginaire et dans le travail créatif qui devrait être réalisé au niveau politique, on ne tient pas compte de cela. Donc, moi, je suis vraiment partante avec un groupe de femmes qui le souhaitent et des associations de terrain de travailler sur ces questions-là. Je pense vraiment. Par exemple, au niveau de mon parti, on lance un plan de relance, justement. J'ai aussi demandé qu'il y ait cette dimension genrée qui soit vraiment intégrée, qui soit plus forte. Mais ce ne sera pas suffisant. Comme plusieurs intervenantes l'ont dit, on doit pouvoir être plusieurs femmes et plusieurs hommes de partis politiques différents à porter ce projet, parce que sinon, il n'aboutira pas. On va continuer à garder chacun nos privilèges, on va continuer à fonctionner comme on a l'habitude de le faire, même si on pourra faire de petites réformettes, mais il n'y aura pas une véritable révolution. Et cette révolution, moi, je ne la vois pas de façon violente. Hein. Honnêtement, ce n'est pas ma façon de fonctionner. Je suis plutôt dans la douceur. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit vraiment réalisée en profondeur. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qui est encore sur la table. Je pense vraiment qu'on doit aller plus loin. Hélène, c'est à toi la parole. Oui. Merci, merci de cet échange effectivement très, très riche. On ne peut pas toujours suivre le Facebook Live aussi, les questions des personnes, mais je trouve ça très, très enrichissant. Je voudrais dire 4 choses. La première chose, c'est vraiment qu'il faut vraiment pouvoir garantir et agir et intervenir et interpeller pour pérenniser ces lieux d'hébergement d'urgence. Le fait qu'on les mette en place, avec parfois la difficulté d'avoir le personnel d'appui suffisamment formé pour les accompagner, mais ça montre que c'est possible. Et je pense que ça montre à la fois l'urgence sociale que représente l'existence de ces lieux d'hébergement et la nécessité de les pérenniser et de les organiser sur le long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la régularisation des sans-papiers. Je pense que c'est vraiment le moment aussi où il faut le demander. On a vu qu'on pouvait éventuellement faire appel à certaines personnes qui avaient introduit une demande de réfugiés pour de la main-d'œuvre. Je pense que et les associations de sans-papiers le disent. Ça ne peut se mettre en place que s'il y a aussi une régularisation. Et nous le demandons. Je crois que c'est le Parti écolo le demande depuis longtemps. Et la dernière régularisation massive, entre guillemets, qui a eu lieu, c'est quand Écolo était en place. Donc, je pense qu'il y a vraiment une importance très forte à ça, en privilégiant aussi, en modifiant en tout cas la manière dont, par exemple, aussi le CGRA entretient ou répond aux questions quand les personnes sont victimes de violences. Une personne sans papier qui est victime de violence, qui est soumise à, que ce soit un compagnon ou n'importe quel homme qui les maintient dans un endroit confiné et qui use de violence, ces personnes doivent recevoir une régularisation automatique. Je pense que là, on a une responsabilité morale très très forte et il faut pouvoir le demander très, très clairement. Nous le demandons. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que ces situations sont connues, hein, et qu'on sait que les personnes, parce qu'elles n'ont pas de papier,
parce qu'on leur a retiré leur passeport ou que l'homme violent avec lequel elles sont les maintient sous sa coupe, ne peuvent pas quitter. Et donc ça doit être vraiment une condition sine qua non, une condition directe et directe de reconnaissance et de réception de papier. Le troisième chose, je pense, on sort, Joël, nous, on sort d'un 1er mai avec les femmes en première ligne, où on a entendu vraiment les personnes de terrain, les infirmières, les médecins, les urgentistes montrer tout le rôle qu'elles jouent. Et heureusement que toutes ces femmes sont là. On le sait, c'est 85% du personnel de soins et de première ligne, ce sont des femmes. Ce sont des femmes, moi, les derniers chiffres du Conseil national de la santé montrent aussi que ce sont ces femmes-là qui payent leur lourd prix dans les décès et dans les cas de personnes malades. Les femmes sont 65% des malades dans la tranche d'âge des femmes actives. C'est énorme. Ça montre bien qu'elles sont en première ligne et première victime. Et donc, là, on doit pouvoir très clairement changer la reconnaissance de ces métiers. On doit, quand on dit qu'on doit faire une relance, nous, on parle plutôt de redéploiement parce qu'on doit fondamentalement, je pense, changer notre système et les critères, la valorisation des métiers, des salaires pour ces métiers en première ligne qui sont souvent les plus mal payés. Donc là, ça, c'est une chose importante. Et ça amène aussi à changer d'indicateur. Je continue à trouver absurde qu'on continue à penser en termes d'économie et de PIB et que ce qu'on entend à la radio, c'est on est en train de perdre 8% de taux de croissance du PIB. Et on doit vraiment, là aussi, les lectures féministes de la société, depuis Pékin, disent on doit mettre en place des indicateurs de développement humain, des indicateurs de qualité de vie, et ce sont ceux-là qui doivent être les boussoles pour notre vie collective. Et donc, je trouve que et je voudrais conclure par ça, si on pense qu'il faut redéployer la société et qu'il y aura un après Covid-19, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que tous les éléments, ce que les gens expérimentent, montrent bien dans leur vie quotidienne que c'est autre chose que de l'économie et du PIB qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'une qualité de vie, ils ont besoin d'un accès à des soins de santé, à de l'éducation, à du lien social. Et tout ça, ça nous oblige vraiment à un changement de perspective. Et ce sont des perspectives féministes que les féministes ont dit et ont porté depuis tellement longtemps. Je pense qu'on ne pourra pas dire après la crise, les femmes, on va faire comme avant, ou au pire même retourner encore plus dans vos foyers puisque vous avez pu montrer comment vous avez pu prendre en charge les enfants pendant la crise en permettant aux hommes de télétravailler. On a vécu ça après la guerre 40-45, on ne peut plus vivre ça après la situation qu'on est en train de vivre maintenant. Voilà. Merci Hélène. Avant de passer la parole à Cécilia, à Cécilia qui veut dire, et après c'est Katinka qui va faire son exposé, je voulais dire aussi que les collectifs travaillent dans différents projets et depuis un certain temps, on travaille avec des familles monoparentales. 97% c'est des familles que nous on suit. Et on a fait un appel maintenant au témoignage des familles monoparentales, hommes et femmes, en Facebook, justement on veut faire justement travailler avec eux pour trouver des solutions, voir les problématiques et surtout on se rend compte que maintenant la crise du Covid-19, les problèmes sont encore plus forts, plus grands. Et comme je dis, la plupart, c'est des femmes qui sont seules avec des enfants. 85% des femmes en première ligne, et on demande aussi une valorisation du salaire, une égalité salariale, que ça c'est très important. On a aussi des personnes qui font, que nous on suit et qui on donne des colis alimentaires, des masques et qui ont fait des formations, qui travaillent dans les nettoyages des supermarchés, dans les nettoyage des hôpitaux, qui se voit complètement délaissée. Et la semaine passée, j'ai eu un coup de fil. Elle me dit, je suis malade. J'ai eu le coronavirus pendant 2 semaines, mais maintenant, je dois aller rentrer au travail parce qu'avec les chômages techniques, je ne pourrais pas m'en sortir. Je suis seule avec 3 enfants. C'est des problématiques assez dures, assez compliquées. Et maintenant, je laisse la parole à Cécilia
Bonjour, je suis très, très contente de célébrer ce jour très combatif avec des femmes. Ça, c'est une chose extraordinaire. Et aussi avec notre relève, les jeunes politiques qui se battent à l'intérieur de chaque espace. Ça, c'est très, très émotif. Les choses que je vais dire, c'est que ce dialogue a été organisé pour siempre por le collectif de femmes et aussi pour le monde selon les femmes. On a pensé d'organiser ce dialogue pour parler entre nous, entre les femmes. C'est égal si c'est politique ou si on travaille en les organisations de la société civile. Nous voulons faire la construction d'une convention sociale entre nous, entre les femmes. Et je crois qu'à partir de maintenant, on ne peut pas se sentir toute seule de travailler les politiques et les femmes qui travaillent dans les organisations. On doit faire ces conventions pour continuer la lutte et pour avancer. Et je crois que ça, si on sort d'ici avec un convincement de la nécessité de travailler ensemble entre nous, entre les femmes qui travaillent sur le terrain et les femmes politiques, je crois que ça, on peut donner une bonne chose ce jour, le jour de les personnes qui travaillent, les jours internationaux de le travail. C'est ça. Merci Cecilia et je vais passer la parole maintenant à Katinka. Katinka, tu dois activer ton micro. Ouais. Ça va maintenant? Ok. Voilà, merci de m'avoir donné la parole aussi. En fait, je voulais parler de deux situations qu'on n'a pas encore abordées. Donc, je ne vais pas tout répéter ce qui a déjà été dit par rapport aux violences conjugales. Je voulais d'abord dire que, donc, d'un côté, je travaille dans une ONG féministe, Le Monde selon les femmes, qui des collègues les dernières semaines via le Conseil consultatif genre et développement ont vraiment fait un grand plaidoyer pour une approche sensible au genre, aux pandémies par Covid-19, pour nos politiques d'affaires étrangères et de coopération au développement, parce que là aussi, donc, de visibiliser les femmes dans nos pays partenaires. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que donc, moi, je suis également psychologue dans un centre de planning familial à Bruxelles. Et c'était déjà vite clair pour nous que l'accès à l'interruption de la grossesse et l'accès à la contraception ont été vus comme faisant partie des consultations urgentes. Et donc, déjà vite, nous avons pu profiter d'un assouplissement de l'activation de l'aide médicale urgente. Très bien. Donc, vraiment, de 14 mars jusqu'au 31 mai, effectivement, il y a presque plus de démarches administratives à faire pour obtenir de l'aide médicale urgente. Parce que les instructions qui ont été données aux hôpitaux et aux soignants et soignantes, c'était de reporter toute consultation, examen, intervention non urgente. Et donc, en conséquence, ce qui reste comme consultation, c'est présumé d'être des soins médicaux urgents. Donc, pour le moment, dans le centre de planning familial où je travaille, nous avons toujours eu que pour nos avortements, que plus ou moins 25% des demandes venaient des personnes et des femmes qui n'étaient pas en ordre de papier. Et l'aide médicale urgente, c'était quand même quelque chose, ça fonctionnait, mais c'était quand même quelque chose de contraignant, avec aussi beaucoup de peur, parce qu'il y avait ce contrôle de la CPS qui venait chez la femme pour faire un contrôle.
Et après, elle obtenait l'aide médicale urgente. Donc maintenant, tout ça, ce n'est plus possible. Nous ne devons plus remplir des formulaires. Et donc, c'est devenu, enfin, vraiment, cet assouplissement de l'aide médicale urgente, ça a vraiment été une très bonne mesure. Mais, qu'est-ce que nous nous rendons compte? En fait, justement, les femmes sans papier, les femmes migrantes, n'ont pas accès à toutes ces informations. Donc, nous avons vu dans nos centres qu'effectivement, donc malgré le fait qu'on n'a pas arrêté de travailler et que ça a tout le temps été possible l'accès à la contraception en grossesse non désirée, mais que les femmes ne le savaient pas. Et donc, elles avaient peur de venir. Et donc, on a quand même vu une baisse de ce type de consultation. Et pour toutes les femmes sans papier, on se rendait compte qu'elles ne savaient pas par rapport à l'aide médicale urgente. Et donc, vous savez bien qu'en rigolant, on dit toujours qu'après des grandes coupures d'électricité qui ont duré un certain temps, on prévoit un baby boom 9 mois après. On a déjà parlé aussi d'une espèce de nouvelle génération, probablement de bébés du confinement. Mais nous, en planning familial, nous, après le confinement, nous attendons aussi à une hausse de quelque chose, mais surtout une hausse de grossesse non désirée suite à des rapports sexuels non consentis. Parce que vous le savez toutes, s'il y a un domaine dans la vie quotidienne où se joue la domination, c'est quand même dans le domaine de la sexualité. Comment on négocie cette sexualité avec un partenaire violent et en plus quand on est en confinement? Et donc, nous avons une très forte demande de continuer cet assouplissement de la MU après le confinement parce que nous pensons que justement, les femmes sans papier vont en avoir besoin. Et avec tout ça, parce que vraiment, je sais qu'on avait beaucoup plus voulu parler de la régularisation des sans-papiers. Et bien sûr, ça sera la meilleure mesure. Comme ça, on ne doit même plus penser à l'aide médicale urgente. Mais aussi, donc, comme travailleur dans le monde médico-psychosocial première ligne, je peux que soutenir cette mesure. Et j'ai vraiment cru comprendre que c'est déjà possible sans modifier la loi pour régulariser. Puisque une personne qui demande l'asile chez nous doit prouver que qu'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles et ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Je crois que la situation Covid fait, avec nos frontières fermées, etc., que ces personnes ne peuvent plus retourner. Donc, on pourrait utiliser cette situation sans contourner la loi. Et pour le reste, je soutiens tout ce qui a été dit par rapport à la reconnaissance de certains métiers, etc. Et que, pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on a vu au Portugal, ici en Belgique. Mais donc, voilà, l'aide médicale urgente, s'il vous plaît, continuons l'assouplissement. Mais voilà, cette régularisation, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Et je vais laisser la parole à Tamara. Tamara, tu voulais aussi parler un peu, justement. Oui, bon, je pense qu'on va clôturer, on va faire la fermeture d'aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait... Peut-être demander au public s'il peut nous poser 2 questions. Oui, bon, il y avait des questions, surtout par rapport aux violences, en disant que c'est nécessaire d'avoir plus de punir d'une manière plus sévère toutes les violences, parce que sinon, c'est comme rien qui se fait. Les personnes qui veulent sortir de son endroit violent, ils n'ont pas de choix. Ils restent toujours au niveau de aller-retour, mais sans vraiment d'opportunité d'arrêter complètement de vivre avec un homme violent. Et
aussi, il y avait beaucoup de situations au niveau des étudiants qui sont ici, qui ne veulent pas rentrer dans ce pays d'origine, qui veulent continuer, mais qui veulent continuer d'une manière légale. Donc, et des alternatives économiques structurées pour eux. Ça veut dire qu'ils veulent rester ici, mais ils veulent rester dans des conditions légales, pas sans être caché ou d'une manière illégale. Et aussi, il y avait des commentaires en disant que qu'est-ce qui va se passer avec tout ce travail de bénévoles. C'est-à-dire, sont des travaux qui sont besoin, mais il ne faut pas continuer avec cette manière bénévole parce que ce sont surtout les femmes migrantes qui font ce travail. Donc, jamais ils ont l'opportunité de vraiment de faire des activités qui touchent sa légalisation. Et bon, je donne aussi un moment à Marina Gui et après je rentre pour clôturer et surtout s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Una cosita, hablan también y preguntan, perdón, demando si la solidarité entre les femmes du Nord et les femmes du Sud, pas seulement à niveau de l'argent, sino de ensambler toutes les idées et tous les projets que là-bas se fait à niveau de solidarité féministe et que nous aussi, on peut le faire et on peut aussi donner des idées là-bas. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, moi, je voulais simplement répondre sur la question de la pérennisation des places pour, et la question que, enfin, les places pour les femmes battues, enfin, femmes victimes de violences, femmes, enfants et éventuellement un homme. Voilà, c'est ouvert pour toutes les violences intrafamiliales. Je pense que en tout cas, les responsables bruxellois, c'est la ministre Benamou, elle est assez consciente de ce problème et l'envie, c'est d'essayer de pérenniser évidemment ces places parce qu'on n'imagine quand même pas que d'abord la crise va encore durer, malheureusement. Je pense qu'elle va encore durer un an et demi, puisque après la crise sanitaire, il y aura la crise vraiment sociale, les pertes d'emploi et les faillites, etc. Donc, la demande, c'est quand même d'essayer de pérenniser aussi bien les dispositifs pour les femmes que les dispositifs pour les personnes sans domicile, donc via ce qu'on appelle les Housing First, qui a été entamé sous la législature précédente et qui maintenant devrait être plus opérationnel pour essayer de trouver du logement fixe pour les personnes qui n'ont pas de logement. Donc ça, c'est les discussions en commission sociale santé du Parlement bruxellois vont plutôt vers... Je retiens la question sur l'aide médicale urgente et je vais relayer auprès des instances fédérales de défis pour qu'on soit attentif à cette question-là. Ce qui est préoccupant, c'est que, je ne sais pas dans ton centre, mais hier en commission, on discutait du fait qu'apparemment, il y a quand même peu de demandes vers les plannings. Donc, les plannings sont restés ouverts, mais manifestement, ça ne cessait pas assez et il y a eu une baisse de fréquentation. On a cité des chiffres assez importants. Donc, rappeler que les centres de planning familial sont ouverts, sont à disposition et voilà, ça c'est un élément important. Et pour le reste, comme disait aussi Cécile, moi je pense que même si la crise, pour moi, a des perspectives extrêmement, comment dire, inconnues, on va dans une inconnue. Moi j'ai un espoir très grand quand je vois les solidarités, quand je vois quand même les idées nouvelles qui circulent, les prises de conscience. Je pense que oui, on peut travailler tous ensemble, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et ici, et travailler dans ce réseau, comme tu le fais si bien, Cécile, pour ce monde après le Covid-19, parce que je pense que quoi qu'il arrive, le monde après ne sera pas comme le monde d'avant. Nous ne reviendrons pas en arrière et le tout, c'est d'essayer de mettre nos forces ensemble pour que ce monde soit quand même meilleur.
Et oui, et je suis à disposition de tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Alors, le WhatsApp, c'est pas un bon moyen de communiquer parce que la crise Covid, c'est aussi l'explosion des groupes WhatsApp. Donc, moi, je sais malheureusement pas suivre, mais si vous avez une question à poser, une demande à faire, une préoccupation à relayer, envoyez-moi un mail. Les mails, je réponds. Les WhatsApp, c'est non, je sature, c'est pas possible. Voilà. Hasta pronto todo el mundo. Abrazos, fuerza, cuídense bien y protéjanse. Tamara, on va faire la conclusion. Hélène vient de nous quitter parce qu'elle avait une autre réunion. Donc, je te laisse la conclusion un peu de la réunion. Bon, oui, bon, on va de nouveau faire la proposition de la régularisation humanitaire immédiate en s'inspirant effectivement, comme a dit Katinka, du cas de Portugal. C'est urgent, c'est en faveur du statut légal des femmes migrantes et sans-papiers principalement, et favoriser l'autonomie des femmes à travers des programmes depuis le COVID-19, dirigés selon les diagnostics déjà exposés ici. Plus une femme est indépendante, plus garde son autonomie. Évidemment, elle peut agir d'une manière plus effective dans son propre chemin. Et appuyer les organisations comme nous, les organisations de terrain, que nous devrons faire beaucoup de travail d'accompagnement, de suivre des cas très particuliers avec des différentes problématiques que c'est difficile à pouvoir le faire dans une seule coupe. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Et prendre attention de faire un contrat social avec cette organisation sociale, avec les politiques et lancer des politiques publiques qui vont améliorer effectivement des actions à l'immédiat. Ces actions concrètes pour analyser de manière transversale la féminisation de la pauvreté et l'impact qu'il y a le COVID-19 dans notre vie maintenant. Et bon, ça me reste seulement de vous remercier votre temps. C'est le 1er mai, c'est un jour de reconnaissance aussi pour toutes ces femmes, pour nous-mêmes. Et bon, toute proposition d'innovation, surtout bien de ces moments de crise. Et bon, de ma part, c'est de vous dire merci à vous et on va essayer de nouveau de se rejoindre bientôt avec possiblement des messages précis pour faire la continuation de ce dialogue. Merci à tous. Merci, merci. Merci beaucoup, merci, vraiment merci. Et que ce dialogue puisse arriver vraiment à des conclusions et des actions, justement pour qu'on arrive à avoir, je ne dis pas toutes les solutions, mais avoir un peu de lumière dans certaines situations qui sont très compliquées pour l'instant. Merci beaucoup de votre temps. Viva las mujeres, viva les femmes, viva, viva. Cecilia. Ciao. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Beaucoup vraiment. Et comme organisation, et une bonne journée 1er mai à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.